Second invité, Ingrid Falk. Bonjour. Bonjour. Ou bonsoir. Chercheuse qualifiée FNRS, co-directrice du Centre d'analyse culturelle de la première modernité, vous nous expliquez ce que c'est, à l'UCL Louvain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'analyse culturelle de la première modernité? C'est en rapport avec votre recherche, j'imagine. Tout à fait. Donc, notre centre de recherche regroupe des historiens de l'art, des littéraires, des historiens, historiennes, qui travaillent sur toutes les productions culturelles, visuelles, littéraires, réalisées entre le XVe et le XVIIe siècle. Alors vous, et dans votre thèse, vous avez étudié le portrait dévotionnel dans la peinture flamande du XVe et XVIe siècle. Alors la question, pourquoi cette fascination pour le dévotionnel, et qu'est-ce que vous en avez déduit qui peut nous éclairer aujourd'hui? Alors, donc j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse sur ce qu'on appelle le portrait dévotionnel, donc ces personnes qui sont agenouillées en prière dans les tableaux flamands, donc l'art des primitifs flamands. Ces tableaux, c'était une manière pour ces commanditaires de se mettre en image d'une manière parfaite. En fait, c'était une manière de visualiser. On voit d'ailleurs un des portraits à l'image. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un petit tableau. Oui, vous pouvez regarder devant vous, d'ailleurs vous le voyez aussi. Oui, ok. Oui. Donc c'est un petit tableau dévotionnel qui a été réalisé par un artiste des Pays-Bas du Nord, dans la région d'Amsterdam. La religieuse est représentée à l'avant-plan, elle est représentée en prière, on ne connaît pas son identité. Et donc ces tableaux visualisent le cheminement spirituel réalisé par les dévots, dont le but ultime est la perfection spirituelle et l'union à Dieu, en fait. Oui. Et qu'est-ce que ça éclaire aujourd'hui, ces études du passé sur la dévotion? Alors, comme toutes les études dans le champ, historique, la mission première de ces travaux, c'est de documenter, de comprendre des pratiques religieuses, sociales, politiques de temps qui sont passés. Et dans mon cas, donc, je me concentre sur les phénomènes religieux qui nous permettent de comprendre comment ces hommes et ces femmes envisageaient leur rapport au divin, en fait. Et donc ça dit quelque chose des phénomènes humains en général. Et vous avez étudié 700 tableaux? Alors, je ne les ai pas étudiés tous en détail, mais une première phase de mon travail a consisté à réaliser ce corpus d'œuvres et donc repérer toutes les œuvres flamandes qui comportaient des portraits dévotionnels. Et donc, en effet, au final, j'en ai recensé 754. Oui, parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'au XVe siècle, on voit Jésus dans des intérieurs bourgeois et pas du tout à Jérusalem. Tout à fait. Donc ça, c'est un changement terrible. Ça, c'est un phénomène vraiment typique de l'art religieux de la fin du Moyen-Âge, en particulier l'art des primitifs flamands, donc Jan van Eyck, Roger van der Weyden, etc. À cette époque-là, il y a un phénomène spirituel qui se développe, qui consiste à inviter les fidèles à s'imaginer en présence du Christ, de la Vierge et des saints dans leur monde. En fait, donc on actualise les scènes religieuses et on représente le Christ, la Vierge dans des intérieurs domestiques typiques du XVe siècle. On a l'impression que le Christ est présent à Bruges au XVe, et c'est une manière de se rapprocher en fait du Christ. Alors ces tableaux dévotionnels, est-ce que c'est une sorte d'image, outil de connaissance de Dieu, ou bien une sorte de visualisation de l'accomplissement spirituel des fidèles? Alors dans le cas des portraits dévotionnels, c'est vraiment, c'est en tout cas ce que j'ai essayé de montrer, c'est que toute une série de tableaux qui sont des petits tableaux de petits formats qui servent à la pratique spirituelle personnelle chez soi. Donc pas, par exemple, l'agneau mystique des frères Van Eyck, qui ça est un retable de fondation qui est dans une église. Mais donc les petits tableaux comme celui que vous avez montré, qui servent de support aux pratiques dévotionnelles, eux, ce sont des images en quelque sorte performatives qui réalisent quelque chose pour la personne, en fait. En se mettant en image, on représente, on visualise la perfection spirituelle qu'on espère atteindre. Et donc ces images réalisent quelque chose pour la personne représentée. Alors, une question un peu moderne, si j'ose dire. Si vous deviez transposer votre réflexion des images dévotionnelles à notre époque numérique, quel parallèle pourriez-vous voir entre les icônes médiévales et les images qui circulent sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y aurait un lien par hasard? Un lien, je ne dirais pas ça. Par contre, je pense que c'est intéressant d'étudier comment on regardait les images au Moyen-Âge, parce que c'est une pratique de l'image qui est très différente en fait de notre pratique contemporaine numérique.
On vit aujourd'hui dans un monde où on est submergé par des flots d'images, la publicité dans la rue, à la télévision, et puis surtout sur les réseaux sociaux, sur nos téléphones. Oui, on les voit à peine. Elles défilent et on ne les regarde pas en détail, en fait. On fait défiler le fil d'images. Au Moyen-Âge, les images étaient évidemment beaucoup moins présentes et on les regardait différemment. Et donc, en fait, on les regardait de manière prolongée. L'image que j'ai montrée, c'est une image très complexe. Il y a beaucoup à regarder dans cette Voilà, image. c'est une image qui est visuellement très dense, avec des tas de personnages qui sont imbriqués les uns dans les autres. C'est un arbre de Jessé qui est représenté. Et donc, en fait, ces images, on en faisait une contemplation prolongée. On les regardait de manière longue, détaillée. Et donc, finalement, étudier ces manières de regarder anciennes permet d'éclairer par contraste en fait nos usages contemporains des images. Une petite question peut-être, si vous n'avez pas envie, vous ne répondez pas. Mais à force d'être dans la dévotion, est-ce que parce que vous-même, vous êtes un peu mystique ou pas du tout? Pas du tout, justement. Je crois que justement tous ces phénomènes religieux liés à la croyance, à la spiritualité du Moyen-Âge sont des choses qui me sont très lointaines et très étrangères et qui justement m'intriguent et que j'ai envie d'essayer de comprendre parce que moi-même je ne les ressens pas. Alors actuellement vous travaillez sur les images de l'ordre des Chartreux, hein, Stat crux dum volvitur orbis. Exactement. Je traduis, la croix demeure pendant que le monde tourne. Pourquoi ce choix de cet ordre de silence quasi absolu de vie contemplative? Parce que donc, la première chose, donc, je travaille sur les Chartreux dans les anciens Pays-Bas. Et là, on voit une image justement avec texte et image. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un manuscrit qui provient de la Chartreuse d'Utrecht. Oui. C'est un diagramme, en fait, copié par un moine dans un manuscrit qu'il utilisait pour ses pratiques méditatives dans sa cellule. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai décidé de travailler sur les Chartreux, c'est que c'est un ordre qui est très connu pour son austérité, le fait qu'ils font vœu de silence, ils mènent une vie très austère. Oui. Et une liqueur verte. La liqueur de la Chartreuse, depuis le XVIIe siècle, à l'époque pour laquelle je travaille, elle n'existait pas encore. Mais donc, ils sont présentés comme... ils sont considérés à l'époque comme une élite spirituelle. Et donc, dans l'idéal qu'on se fait, ils n'ont pas besoin d'images. Et pourtant, les Chartreux sont remplis, donc les monastères sont remplis d'images dans l'église, dans les cellules, dans les manuscrits que les moines utilisaient pour leur méditation. Et donc, c'est cet apparent paradoxe entre un idéal théorique et la pratique factuelle que j'avais envie d'étudier. Et alors, vous allez dans des lieux où sont les moines chartreux, dans des bibliothèques, dans des musées. Comment vous faites votre tri? Donc la plupart presque tous les monastères chartreux des anciens Pays-Bas ont été détruits à la fin du XVIIIe siècle. Si on veut visiter une chartreuse de nos régions aujourd'hui, il faut aller à Roermond, par exemple, celle-là est encore conservée. Mais donc la plupart des œuvres qui proviennent de ces monastères sont aujourd'hui dans des musées, dans des bibliothèques. Le manuscrit que je vous ai montré, il se trouve à la bibliothèque de l'Université d'Utrecht qui a hérité de toute la collection de la bibliothèque de la Chartreuse d'Utrecht. Il y a plus de 200 manuscrits qui sont conservés et donc c'est un travail en bibliothèque, en musée et dans des églises aussi. J'imagine que vous avez envie de rencontrer un ou deux chartreux pour les confronter à ces images, avoir des explications. Mais comme ils ne peuvent pas parler... Exactement. Vous n'êtes pas encore arrivé. Non, et par ailleurs, on peut imaginer que même si c'est un ordre, donc il y a la devise que vous avez mentionnée, il y en a une autre qui est jamais réformée car jamais déformée. Donc ils ont une certaine, ils sont assez sûrs de leur vertu. Oui. Mais quand même, il y a eu des évolutions au fil du temps. Cela étant, comme c'est un ordre qui est très codifié, qui a très peu évolué au fil du temps, ce serait intéressant de parler avec un moine aujourd'hui, mais comment faire? Et donc, en fait, il faut faire parler les images médiévales, ce que j'essaye de faire. Alors, pour terminer, le parcours d'une chercheuse, c'est un long marathon qui n'est pas toujours simple, au contraire, ça se passe très bien. Et aujourd'hui, l'égalité homme-femme, ça avance ou pas encore? Alors, le parcours d'une chercheuse ou d'un chercheur aujourd'hui, c'est un long marathon qui commence avec la thèse et qui se poursuit avec l'enchaînement de plusieurs post-docs. Dans mon cas, j'ai commencé ma thèse en 2005 et j'ai obtenu mon mandat de chercheuse qualifiée en 2018. Donc vous avez dû vous accrocher? Je me suis accrochée, mais j'avais vraiment envie d'arriver là où je suis arrivée. Et donc, j'ai eu de la chance aussi. Je pense que j'ai tout fait pour y arriver, mais j'ai aussi
bénéficier du soutien de personnes, de collègues qui étaient importants. Donc c'est difficile, mais c'est aussi extrêmement enrichissant, et donc c'est pour ça que je me suis accrochée. L'égalité homme-femme, c'est une chose à laquelle on est évidemment attentif dans les universités. À l'UC Louvain, en tout cas, c'est le cas. Et donc, il y a un travail qui est fait en permanence. Cela étant, c'est un lieu commun de dire ça, mais dans les sciences humaines, en particulier en histoire de l'art, il y a beaucoup d'étudiantes féminines au début du parcours. Et puis, à la fin, actuellement, il y a plus de professeurs masculins que féminins, mais ça évolue, ça change. Parce que, justement, c'est dans le quotidien que là, l'égalité n'existe pas encore et que l'homme a plus de facilité pour continuer sa carrière. Je pense que la difficulté d'une carrière de chercheur ou de chercheuse, c'est qu'après la thèse, généralement, il faut... Enfin, c'est ce qui est recommandé, de faire des séjours à l'étranger. Ce que moi j'ai fait, je suis partie aux Pays-Bas 2 ans. Et donc la mobilité scientifique est souvent ou régulièrement plus facile pour les hommes que pour les femmes. Parce qu'il y a des contraintes qui peuvent s'imposer. Donc voilà, concilier vie personnelle et vie professionnelle, c'est évidemment potentiellement compliqué pour tout le monde, mais plus pour les femmes que pour les hommes, et donc ça peut expliquer ça. Merci d'avoir été mon invité, et puis vous pouvez bien entendu retrouver ces interviews, ces capsules sur les sites de la Libre, de l'ADH et de Vers l'avenir.